Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer sans plus attendre. Il est midi 4. L'objectif, c'est que chacun puisse aller manger à 13 heures et qu'on ne vous prenne pas la pause déj derrière un ordi et qu'on vous donne un maximum de tips super utiles dans les 55 prochaines minutes. 45 sur le papier. Bon, on n'est pas avare. On n'est pas avare. Je connais Romain, je connais Mickaël. Ils sont très bavards. Donc voilà. Allez, bonjour à tous. Mickaël va-t-il nous faire un entrechat? Ah oui, il y a des private jokes, d'accord. À tout de suite. Salut Sabine. On reconnaît des personnes qu'on connaît bien. Alors, donc bonjour à tous. On a décidé de faire ce webinaire sur les 10 erreurs à éviter en 2023 pour assurer la croissance de votre cabinet. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'en fait, avec Mickaël et Romain, on conseille, on forme des avocats depuis un certain temps. Et on a créé une formation avec SideQuest qui s'appelle Cabinet de croissance. Dans cette formation, on a 5 promos qui sont passés. Non, pardon, on a 4 promos qui sont passés. La 5e est en cours de recrutement. Et l'idée, c'est qu'on commence à avoir quand même un bon recul sur la cinquantaine d'avocats qu'on a formés depuis 1 an et demi, sur, d'une manière globale, qu'est-ce qui fait que nos apprenants arrivent à passer à l'action et que ça marche, et qu'est-ce qui fait qu'au contraire, ils restent à procrastiner, ou plutôt que ça ne marche pas, et par exemple parce qu'ils procrastinent. Donc l'idée, c'est de vous donner des tips, des astuces pour créer un déclic qui va vous permettre de passer à l'action. Et en fait, ces astuces et ces déclics, ça passe souvent par des erreurs à éviter. Vous le verrez souvent, il n'y a pas forcément de mauvaise, il n'y a pas forcément de bonnes solutions, parce qu'il y a plein de manières d'atteindre un objectif, mais il y a aussi plein d'erreurs à éviter par lesquelles vous êtes certain de ne pas les atteindre. Donc l'idée, c'est de vous partager ces erreurs-là. Alors, sans plus attendre, je rentre dans le détail. Objectif 1, on vous parle des erreurs fréquentes qu'on a constatées au sein des cabinets qui vous empêchent de prendre le chemin de la croissance, au regard de l'expérience et de l'expertise qu'on a pu développer depuis 1 an et demi maintenant avec notre formation longue cabinet de croissance. On vous transmet quelques bribes de méthodes qu'on a testé et qui fonctionnent bien. Et puis, on va vous encourager évidemment à découvrir SideQuest. Voilà, on va pas être lourdingue hein, sur le commercial, promis. L'idée, c'est plus de vous donner envie de travailler sur votre cabinet et pas seulement pour vos clients. Mickaël le dit 10 fois mieux que moi. Alors, durant toute la conférence, ça ne marche pas puisqu'on n'est pas sur Zoom, donc je passe. Voilà. Pendant toute la conférence, vous pouvez nous poser vos questions. Personnellement, j'ai deux fenêtres ouvertes, donc je vois en live toutes les questions qui sont posées et je vais essayer d'y répondre. Oui, il y aura un replay, je crois qu'on y a déjà répondu. Et on a un fan club de Mickaël, hein, visiblement. Donc voilà. Allez, la première, non, la première erreur que beaucoup font quand ils lancent leur cabinet ou quand ils décident de passer à la vitesse supérieure, c'est qu'en fait, ils oublient de réfléchir à une offre de service qui va répondre à des problèmes de leurs clients. Alors, c'est un b.a.-ba, mais trop souvent, on reste accroché à son titre d'avocat, à sa spécialité, à son diplôme, et finalement, on ne se pose pas de questions sur ce qu'attend véritablement le client et la façon dont il va être perçu. Et c'est amusant parce que j'avais une discussion il n'y a pas plus tard qu'un quart d'heure avec un avocat qui est très présent, qui fait énormément de choses, qui me parlait justement des spécialités du CNB. Et en fait, je lui dis, mais en fait, la spécialité du CNB, c'est une reconnaissance entre pairs, mais ce qui compte, c'est la reconnaissance vis-à-vis des clients. Et pour ça, on n'a pas forcément besoin d'une spécialité du CNB. Certes, c'est un gage de qualité que la personne soit formée et ainsi de suite, mais la perception client, elle est nulle. Enfin, elle est nulle. Ou en tout cas, elle peut être indifférente dans beaucoup de situations. Donc l'idée, c'est de recentrer vraiment ce qui va compter pour l'avocat, que trop souvent, vous voulez mettre en avant sur votre site internet, dans vos communications, dans la façon dont vous vous présentez avec vos clients, avec finalement ce qui va vraiment compter pour votre client. Et donc, du coup, il y a un corollaire, par exemple, ce qui va compter très souvent pour vous, vous voulez mettre en avant sur votre LinkedIn, sur votre site internet, ça va être votre diplôme, votre titre universitaire, les cabinets par lesquels vous êtes passé, les barreaux dans lesquels vous exercez. Par exemple, je suis aussi avocat au barreau de New York. Ouais, ok, mais est-ce que le client, ça l'intéresse que vous soyez avocat au barreau de New York? Pas forcément. Si c'est pour la session d'un bail commercial d'un restaurant à Toulon,
l'important, c'est assez limité. Donc voilà, les domaines d'expertise ou les spécialités que vous pourriez avoir, les recommandations que vous avez de vos pairs et éventuellement les conférences et les articles très compliqués que vous pourriez être amené à écrire pour des revues spécialisées. En fait, la plupart du temps, ça, votre client, ça ne l'intéresse pas ou peu. Et c'est, il y a une présomption en fait de compétences quand on est avocat. Par contre, ce qui va compter pour votre client, et c'est sur ça qu'il faut que vous arriviez à travailler dans votre offre de service, c'est de résoudre ses problèmes. Et parmi ces problèmes ou les doutes qu'il pourrait avoir, c'est est-ce que l'avocat que je vais contacter a déjà traité un dossier similaire au mien? Est-ce que, il va être, sympathique? Ou est-ce qu'au contraire, il va être froid et je vais systématiquement tomber sur un secrétaire ou une secrétaire pas très aimable? Est-ce que, quand je vais lui écrire, il va me répondre et me rassurer sur le fait que je vais avoir une réponse plus détaillée prochainement? Est-ce que je vais le trouver facilement sur les réseaux sociaux? Au contraire, est-ce que quand je vais taper son adresse sur Google pour aller au rendez-vous, je vais tomber sur une adresse vieille de 3 ans et je vais me casser le nez, en étant dans le 17e arrondissement alors que finalement le rendez-vous était dans le 11e? Et cetera, et cetera. Ça, c'est ce qui va compter pour votre client et votre compétence et vos qualités, ça, c'est quelque chose qui est présumé. Voilà, première erreur à pas faire, c'est réfléchir avocat et ne pas réfléchir client. C'est une tarte à la crème, mais je suis certain que dans certains des points que je viens d'énumérer là, il y en a qui tombent dans ça et c'est assez naturel, hein. L'idée, c'est de vous faire changer de point de vue, hein, sur une conférence comme ça. Le deuxième, Michael, Romain, n'hésitez pas à me couper la parole et me compléter si vous voulez. À part dire amen, non, mais c'est parce que moi j'ai eu une anecdote hier où j'ai essayé de dire à de demander à un avocat, j'étais dans un très gros cabinet, j'ai essayé de demander à un associé, bah, c'est quoi vos offres? Il a dit, bah moi je suis avocat en droit bancaire. Mais c'est pas une offre, avocat en droit bancaire. C'est ça. Et je sais que ça semble très contre-intuitif, mais c'est vrai que nous, entre pairs, tu as dit ça très justement, on est tellement habitués à se définir par nos spécialités académiques qu'on des fois on ne comprend pas que pour le client, ça ne veut pas dire grand-chose. Un client qui a une start-up, qui veut monter une start-up, il ne veut pas forcément un avocat spécialisé en droit des sociétés. Enfin, moi, en tout cas, quand j'étais client d'avocat, quand j'étais responsable en service juridique, je connaissais un peu le truc. Je ne voulais pas un avocat spécialisé en droit des sociétés, spécialisé en droit social. Je voulais un avocat qui avait déjà traité le type de dossier que j'avais et qui pourrait voir tous les sujets, même ceux qui sortaient du droit social ou du droit. Et donc voilà, c'est ça qu'un client qui veut monter une startup, il ne veut pas forcément un avocat en droit des sociétés, il veut un avocat qui sait monter des startups. Et ce décalage-là, il faudrait qu'il aille jusqu'au CNB pour qu'il redescende et retravailler peut-être les spécialités. Tu sais, je pense que c'est le propre de beaucoup d'entrepreneurs, quel que soit le domaine d'activité d'ailleurs, que ce soit les avocats, mais n'importe quel artisan, n'importe quel expert, va avoir tendance, et c'est parfaitement légitime, à partir de son expertise, parce que c'est ce qu'il connaît le mieux, parce que c'est d'ailleurs ce avec quoi on l'a bassiné pendant des années pendant ses études. Donc vous allez être expert de ci, vous allez être expert de ça, ok. Il y a un gourou du marketing aux États-Unis qui s'appelle Seth Godin, S-E-T-H plus loin G-O-D-I-N, qui donne une image très marquante à propos de ça. Il dit partir de ton expertise pour ensuite aller voir quel type de client tu pourrais servir et comment tu pourrais leur proposer ton offre. Et on en reparlera certainement sur le point sur la proposition de l'offre, mais j'anticipe un tout petit peu pour rebondir sur ce que tu disais, Alexis. Il dit c'est comme façonner une clé et ensuite aller essayer de trouver la serrure que ça peut ouvrir. Partir des besoins de ton client pour ensuite lui faire une proposition qui aura de la valeur pour lui, ce qu'on appelle une proposition de valeur, c'est avoir une serrure et ensuite façonner la clé qui va permettre d'ouvrir cette serrure-là. Et ça fait toute la différence. Et c'est vrai que ce n'est pas un réflexe qu'on a, que ce soit dans le droit ou dans n'importe quel autre business. Moi, j'ai eu la chance de travailler parfois avec des entrepreneurs qui ne sont pas forcément avocats, et ils ont tous ce problème-là, parce qu'ils sont persuadés que leur solution est la meilleure, que leur offre elle est géniale, qu'ils ont les expertises qu'il faut pour, mais en réalité, tant que tu ne pars pas du besoin spécifique, du problème spécifique que rencontre ton client, bah, tu as 9 chances sur 10 de passer à côté, en fait. C'est ça. J'adore ton sens de la formule. Sur la clé, je ne l'avais pas. Ça fait longtemps qu'on fait des formations, je ne l'avais pas encore entendu. La formule, écoute, c'est cadeau. Alors, allez, deuxième point en avance, ne pas travailler sur sa marque. Ça, c'est pareil. Trop souvent, quand on lance son cabinet, quand on cherche à développer, à faire grandir son cabinet, on oublie de réfléchir à sa marque. Alors, une marque, peut être une marque personnelle, ça peut être une marque en tant que cabinet. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, derrière une marque, il y a une ADN qui va être très profond. Qu'est-ce que vous avez au plus profond de vous? Ce n'est pas des adjectifs du type réactif, simple, efficace, expert. Ça, on s'en fiche.
Ce qui va compter, c'est véritablement ce que les convictions profondes avec lesquelles vous exercez et vous vous levez le matin. Et c'est cette histoire-là qu'il faut être capable de raconter autour de vous. Et c'est ce qui fait que, bah, que ça soit votre nom ou le nom de votre cabinet, va imprimer les consciences et les gens vont se souvenir de vous et vont avoir envie de travailler avec vous pour les bonnes raisons. Et donc ce travail-là, il est fondamental et il faut faire ce travail-là d'ADN. Qu'est-ce que j'ai au fond de moi qui fait que je me lève le matin et que je suis content d'être avocat et que j'ai envie de travailler avec tel type de clientèle? C'est quoi qui fait ça? Et à partir, quand vous savez ça et vous avez réussi à faire ce travail de prospection et à le savoir, tout le reste se décline très facilement. Le type de contenu que vous allez raconter, la tonalité que vous allez choisir, les réseaux sur lesquels vous allez les dire, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et trop souvent, on reste en tant qu'expert, on attend que ça se passe, on ne raconte pas d'histoire, on raconte une expertise un peu lourdingue pour quelqu'un qui n'est pas expert et qui va être votre client ou d'autres personnes, et on oublie de raconter une histoire. Donc ça, c'est vraiment, vraiment fondamental. Question de Justine sur la question d'un marque personnelle. Pensez-vous pertinent pour un exercice individuel qui n'a pas été encore développé, d'exercer sous un nom de cabinet versus son nom propre? Ça va dépendre des objectifs que vous vous fixez. Si votre objectif, c'est d'être une experte hyper reconnue dans votre sujet, travaillez votre marque personnelle. Parce que, et de ne pas forcément avoir d'envie de recruter des équipes, d'avoir quelque chose qui vous dépasse. À mon avis, conservez votre marque personnelle, travaillez là. Si par contre l'objectif de votre activité va être de développer une activité spécifique qui va être amenée à grossir, dans laquelle vous allez recruter des gens et dans laquelle l'objectif, ça va être que vous effaciez progressivement de votre activité. Quand je dis vous effacer, c'est en tant que personne. Dans ce cas-là, à mon avis, travailler sur un nom propre. La question est plus complexe que ça. Je vous donne vraiment juste un schéma de réflexion là. Il faudrait que j'en sache plus sur votre activité. Mais voilà. Je vais sur la slide suivante parce que je veux laisser du temps à mes co-intervenants. Alors voilà, l'effet LinkedIn, quand on travaille sa marque personnelle, là du coup, c'est voilà, prenez le temps également de la façon dont vous allez retranscrire ces convictions profondes sur vos réseaux, sur votre site, sans forcément être too much et raconter des salades. Mais l'idée, c'est de raconter des choses qui sont relativement sincères et de les valoriser. Donc voilà, c'est l'effet LinkedIn, qui est une vieille caricature, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Voilà, je passe parce que je pense que tout le monde a bien compris. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister. Il manquait les emojis. Il y a beaucoup de gens qui mettent des emojis dans leur intitulé. Tu vois pas de quoi tu parles, Mickaël? On parle des emojis. Le troisième point, et après je pourrais couper la parole à mes co-intervenants à mon tour, c'est de pas choisir ses cibles et de vouloir prospecter tout le monde. Donc ça, c'est hyper courant et c'est la grosse erreur qu'on fait. C'est qu'en fait, on se dit, ben, je lance mon activité, j'ai besoin de clients et je vais prendre un petit peu le tout venant. Si on n'a pas fait une réflexion en amont sur les personnes avec qui on a envie de travailler, les raisons pour lesquelles on a envie de travailler avec elles, en fait, vous allez toujours être dans une situation, sauf qui peut, où vous prenez un petit peu n'importe quel type de dossier qui vient, vous vous retrouvez débordé, vous avez énormément de mal à calibrer la rentabilité de votre cabinet et les prestations que vous allez rendre, et à aucun moment vous allez pouvoir créer les bases d'une croissance sereine de votre activité, et vous allez toujours avoir l'impression de recommencer les choses. Donc ça, c'est vraiment super important. Choisir les types de clientèle avec qui vous avez envie de travailler, et ce qui est important, c'est de la choisir de manière précise. Si vous me dites, moi, je veux travailler en droit social pour les employeurs, c'est beaucoup trop général. Demandez-vous pour quelle typologie d'employeur vous avez envie de travailler, pourquoi, racontez une histoire autour de ça, et puis soyez le plus fin possible. Par exemple, ça peut être, j'ai envie de travailler avec... tiens, il y a un cabinet d'ailleurs qui a été lancé qui est assez intéressant. Je n'ai pas regardé dans le détail, je le dis juste comme ça, c'est Alexandre Chironnet qui était chez Predictis, associé fondateur de Predictis, qui a lancé un cabinet qui est spécialisé en droit social dans le télétravail. En fait, ils travaillent avec les entreprises et les startups qui sont ce qu'on appelle full remote, c'est-à-dire que toutes les équipes travaillent à distance, ce qui pose plein de problématiques en droit social qui sont assez nouvelles. Et lui, elle se dit, moi, je veux travailler avec cette clientèle-là, je le dis, je crée un cabinet de niche pour répondre aux besoins spécifiques de ces gens-là. Donc, vous vous rendez compte que là, les DRH que vous visez, c'est des DRH de quelques milliers de boîtes en France qui ont des enjeux et des spécificités très, très précises. Donc ça, c'est important, ne soyez pas généraliste, choisissez le type de clientèle avec qui vous avez envie de travailler. Et construisez des offres, construisez des univers qui vont leur parler.
Je laisse la place à Romain et Mickaël, parce que ça fait bien 20 minutes, ça passe vite, 1 heure. Voilà. Bon, je passe le saut troué, les ça. Vas-y, Romain. Enfin, Romain, pardon, Mickaël, du coup. Ton micro. Bon, excusez-moi. Non, non, c'est bien moi. C'est bien moi. C'est Parle des Romain, pardon. consultations. C'est bien moi. Mais oui, souviens-toi, Alexis, les modifications de dernière minute qu'on a fait hier C'est soir ça. à ta boîte. Non, non, c'est bien moi parce qu'en fait, ça prend exactement la suite de ce que tu viens de dire. Moi, quand on va travailler ensemble, moi, j'irai à ce moment-là plus vraiment dans votre production. Mais par contre, je vais avoir besoin que vous ayez réfléchi à tout ce dont Alexis vous a parlé. Parce que les conseils que je vais vous donner pour la production seront complètement liés au fait que vous allez réussir à réduire votre champ d'action pour aller très en profondeur sur la tête d'épingle que vous avez prise. Que ce soit une tête d'épingle sectorielle, en termes d'opération, quelle que soit la tête d'épingle que vous choisirez. Et notamment, ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'il faut abandonner le mot consultation. Il faut abandonner le mot consultation parce que le mot consultation, tu peux passer la diapositive, Alexis. Le mot consultation, c'est un petit peu comme un mur qui fait qu'on a tendance à produire auprès des clients des documents qui ressemblent à des dissertations améliorées. Et à chaque fois que j'essaie de faire du legal design, bon, pour ceux qui me suivent et qui connaissent un peu les méthodes que je propose et que j'exposerai rapidement si vous faites ces sessions de formation avec nous, elles partent du principe qu'il faut arrêter les plans grand 1, grand 2, AB, ce genre de choses, qu'il faut aller sur des plans qui collent exactement à l'attendu du client, mais arrive la question de mais qu'est-ce que je mets en premier? Qu'est-ce qui correspond exactement aux besoins du client? Et pour ça, j'ai trouvé comme solution de remplacer systématiquement le mot consultation quand vous voulez envoyer un document à un client, un conseil, plutôt que de dire je lui fais un mémo, je lui fais une consultation, essayer de changer de le remplacer par un mot tiré du langage courant. Et en fait, on s'aperçoit que derrière la consultation, finalement, ce qu'on fait, c'est généralement soit des audits, soit des diagnostics, soit des modes d'emploi. Je vais vous apprendre à mettre en œuvre, à respecter telle nouvelle réglementation, à mettre en œuvre telle chose, soit des argumentaires de vente ou des argumentaires pour répondre à une administration ou des choses comme ça. Et dès lors qu'on change de mot, le plan se dégage de lui-même. Le contenu se dégage de lui-même et il n'y a plus qu'à appliquer des techniques de structuration liées au legal design. Et ça permet derrière de créer des modèles, vous voyez les diapositives à droite, très structurés, des beaux canevas, très efficaces pour les produire rapidement et avoir un effet waouh du côté du client. Mais vous ne pourrez pas faire ça à chaque dossier si vous faites le grand écart dans des spécialités entre des dossiers très différents. D'où l'intérêt de d'abord travailler ce que vous voyez avec Alexis, pour une fois que vous avez trouvé votre champ d'action, votre tête d'épingle, moi je puisse vous faire produire des modèles qui vont non seulement être produits avec 1/5 du temps que vous prenez d'habitude, mais en plus derrière donner l'impression au client que ce que vous lui avez fait, c'est mieux que n'importe quel concurrent. Et ça veut aussi dire embarquer derrière des formats très originaux. Quand vous devez conseiller à un client d'envoyer un courrier à quelqu'un, montrez-lui le modèle de courrier ou le modèle de mail. On verra aussi que ça s'applique pour le design des devis. On va travailler ensemble le design des offres, le design des devis. Et par exemple, ça va consister à, sur le fond, segmenter une prestation, par exemple un dossier contentieux, à le segmenter totalement différemment en allant inventer des livrables intermédiaires pour plein de raisons de facturation, de satisfaction client, mais aussi d'efficacité interne, à segmenter, à raconter une autre histoire sur un dossier contentieux avec des petits livrables intermédiaires que vous aurez designés pour aller plus vite. Et ça va nécessiter à ce moment-là d'aller chercher, quand vous voyez la diapositive de droite, vous voyez les petites cases grises, ce sont les livrables avec lesquels on joue quand on est avocat. Consultation, réunion. À droite, c'est tout le vocabulaire avec lequel jouent les consultants. Il est beaucoup plus diversifié et il vous autorise, quand on apprend à le maîtriser et à l'adapter au juridique, il vous permet de raconter d'autres histoires dans vos prestations de service. C'est ça qu'on verra. Et tout ça milite pour le fait d'abandonner le mot consultation. Cinquième point. Écrire pour être lu. Alors ça, c'est une des choses qui constitue souvent l'impression d'illisibilité de ce qu'on écrit. Alors, je te laisse passer à la diapositive suivante. Écrire pour être lu, ça veut dire écrire un document. Diapositive juste avant. Voilà. En consultation, ça veut dire écrire un document dont on pense, c'est le petit schéma en haut à gauche, que le client va s'arrêter, fermer la porte de son bureau et lire pendant 2h30 ce que vous lui avez produit. Alors, pour savoir combien de temps vous prenez à votre client, c'est simple. Quand vous tapez sur Word, en bas à gauche, vous avez le nombre de mots de ce que vous êtes en train de taper.
un lecteur moyen lit à 200 mots minute, vous divisez le nombre que vous avez par 200, vous savez combien il faut de minutes pour lire votre document. Ben, en fait, écrire pour être lu, c'est considérer que notre client peut s'arrêter 1h30, 2 heures ou même 40 minutes dans son process pour prendre connaissance du message qu'on a à lui donner. Et en fait, en faisant ça, très souvent, le client, il ne va pas jusqu'au bout et il vous appelle pour que vous lui fassiez l'explication de texte que vous ne pourrez pas facturer. En legal design, ce qu'on va voir, ne serait-ce que pour les consultations, c'est une façon de structurer un document qui permet de dire « Cher client, tu n'as que des boîtes de 10 minutes pour lire mon document. » Un client, toutes les 10 minutes, il est interrompu. Je vais faire en sorte que mon document soit structuré de telle sorte que dans les 10 premières minutes, tu prends connaissance de tous les messages. Et si tu as d'autres boîtes de 10 minutes disponibles pour me lire, tu vas choisir les passages dans mon document où tu veux aller plus loin. On va travailler un document qui peut se lire en plusieurs passes et avec des degrés de profondeur différents. Dans ce cas-là, ce qu'on accepte, c'est le fait que le client, si en ayant fait la première passe, il en a eu 100% du contenu qui lui est adressé, il a son compte, on accepte le fait qu'il n'ait pas lu le reste. Parce que très souvent, les détails juridiques, ce qui prend le plus de place, les raisonnements sur les 15 jurisprudences qu'on a analysées, les raisonnements à contrario la doctrine, ce n'est pas pour notre client. Ça doit apparaître, je ne vous dirai jamais de le retirer, ça doit apparaître. Mais en fait, ça s'adresse à l'ordre. Parce que dans le cas où votre client engagerait votre responsabilité, un confrère ira regarder si vous avez bien fait le travail. Donc l'important, c'est que ça soit présent, mais que ça soit, au lieu d'être mélangé au texte que vous donnez à votre client, que ça soit décanté. Et écrire en acceptant de ne pas être lu, c'est accepter de donner une partie du message qui est destiné à notre client et le reste qui est destiné à un autre utilisateur. Ça marche pour les consultations, ça marche pour les conclusions. Diapositive suivante, Alexis. Si vous faites une petite opération mentale, vous découvrez qu'un juge, en général, je parle de grande moyenne pour aller vite, mais un juge, il doit faire 4 dossiers en une journée. S'il travaille 8 heures effectives, ça veut dire qu'il a 2 heures à consacrer à votre dossier. S'il a 2 heures à consacrer à votre dossier, il doit lire vos conclusions, les conclusions de la partie adverse, regarder lui-même les pièces et rédiger son projet de conclusion en 2 heures. Ça veut dire qu'au maximum, il a 30 minutes à accorder à vos conclusions. Si, parce que c'est un lecteur aguerri, il lit à 250 mots minutes, ça fait 7500 mots. Votre juge, partez du principe qu'il a une jauge de 7500 mots. De votre côté, vous êtes obligé de faire des conclusions qui font plus de 7500 mots, parce qu'il faut sortir tous les arguments, parce que vous ne savez pas ce qui va attirer l'attention du juge, ce qui va le convaincre, parce que vous devez aussi préserver votre responsabilité en montrant que vous avez tiré toutes les cartouches possibles. Et bien en fait, en design de conclusion, on va travailler de telle sorte, on va travailler d'une manière à faire en sorte que le juge puisse ne lire sur certains arguments que la partie essentielle et décider de ne pas aller plus loin. Et sur les arguments pour lesquels vous considérez que là, il faut qu'il aille jusqu'au bout, qu'il lise tous les mots que vous avez écrits, il ralentisse. On va accepter, on ne va pas le contester, on va accepter le fait que le juge ne va pas lire entièrement nos écritures, mais on va contrôler ce qui saute et ce qui lit avec attention. Et c'est ça le legal design. Donc c'est ça, écrire en acceptant de ne pas être lu. Et le dernier point qu'on verra, dernière erreur que je vois souvent en legal design, et qu'on va un petit peu travailler ensemble, et je viens de le faire là avec un service juridique sur un coaching que je viens de terminer, utiliser Word comme un traitement de texte. C'est une erreur. Le droit est quelque chose de trop complexe pour le droit est quelque chose de trop complexe pour se contenter d'ouvrir un document Word et commencer à taper au fil de l'eau comme on écrirait une nouvelle ou un livre. Le droit, c'est quelque chose qui se construit dans des tableaux. Alors, diapositive suivante, je vais vous montrer. Je pense que Laura, je te fais un petit signe, Laura a fait un stage avec moi, elle sait de quoi je parle. Si on doit utiliser Word, on doit l'utiliser comme un document de mise en page et pas de composition du document. Et à ce moment-là, pour réussir à faire des mises en page sympas, on va aussi utiliser des tableaux dont on va gommer les bordures, c'est ce que je vous montre là. On va utiliser Word en utilisant les tableaux, ce que j'appelle les tableaux cachés, on va utiliser Word comme un document de composition. Mais pas comme un document, pas comme un document de rédaction. Lorsqu'on va faire sa composition, on va utiliser, diapositive suivante, on va avoir une réflexion sur les styles. Comme vous avez plusieurs familles d'informations différentes dans votre document, il faut absolument appliquer des styles pour pouvoir non seulement pouvoir gérer la mise en forme très facilement. Si vous considérez que dans votre consultation,
Ben, pour chaque chose dont vous voulez parler à votre client, il y a le message essentiel, les explications rapides, les explications techniques, les points d'attention et ce qu'il doit faire. Ça veut dire que votre document, vous l'avez construit au brouillon sur un tableau avec chaque point et 5 colonnes pour chaque catégorie d'infos. Et chaque catégorie d'infos a son propre style, sa propre mise en forme. Quand vous cassez le tableau, dans votre document Word, grâce au style, vous pourrez changer en permanence la mise en forme en un clic pour aller très vite. Mais surtout, vous pourrez récolter une des catégories et l'isoler dans un document spécifique. Si vous utilisez cette technique dans des conclusions et qu'à chaque fois que vous citez une jurisprudence, vous avez utilisé un style spécifique, il vous suffit en un clic de récupérer toutes les jurisprudences écrites avec ce style et de les coller dans un bordereau en une fois. Donc Word est un document de composition qui permet de gérer l'info, pas un document de rédaction. Pas un outil de rédaction, excusez-moi. Dernière diapositive. Donc, le message, c'est construisez vos documents dans des tableaux, idéalement dans un Excel, comme on voit en haut à gauche, parce que derrière, ça vous donne une efficacité diabolique pour, une fois que vous avez réglé tout le fond selon une matrice, utilisez des options très puissantes comme le publipostage dans Word pour dire mon tableau que tu as vu à gauche, je veux en sortir un document facile à lire et agréable pour le client. Je crée un canevas où chaque information a sa propre mise en forme et son propre emplacement. Je clique sur un bouton et ça peut donner en un clic un document dont vous voyez le résultat en dessous. Utiliser Word pour faire à la fois la réflexion, à la fois la composition et à la fois la mise en forme, ce n'est pas le choix optimum. Passer par des tableaux sur la création, utiliser Word comme un outil de composition avec les styles et avec des outils comme le publipostage. Et je reste la fin, le meilleur pour la fin. Eh ben, merci Romain. Ce que vient de dire Romain, en fait, sur ces deux derniers points, confirme que votre stratégie, puisqu'on est là pour parler stratégie, on est là pour parler de croissance, pour générer de la croissance pour votre cabinet, vous allez devoir choisir les ressources que vous allez allouer à ça. Or, dans la plupart des cas, vous n'avez pas été formé à la stratégie, vous n'avez pas été formé à vous questionner là-dessus. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir un réflexe qui est de vous plonger dans les dossiers quand ils sont là. Je dis bien quand ils sont là parce qu'il arrive aussi parfois qu'on se lance sans avoir de clients qui nous suivent ou sans avoir de dossiers encore. Là, c'est encore une autre histoire. Mais quand vous avez quelques dossiers perso ou quand vous avez décidé de vous lancer et que vous avez quelques dossiers, vous allez mettre toute votre énergie dans ces dossiers. J'en parlais encore hier avec un client, d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il me disait que lui, sa meilleure marque, on parlait de marque avec Alexis tout à l'heure, ce qui fait sa marque, c'est la qualité de son travail. Parce qu'il est à fond dans les dossiers et parce qu'il travaille extrêmement bien. Et honnêtement, je suis persuadé qu'il a raison. Je suis persuadé que le fait qu'il soit vraiment très très bon dans ce qu'il fait stimule le bouche à oreille et fait qu'on parle de lui et qu'il arrive à choper éventuellement. Et même les gens se souviennent de lui. Bon, aussi pour ça. Mais ce que j'ai coutume de dire à mes clients, c'est moi, je pars du principe que vous êtes très bon. Parce que honnêtement, si vous êtes une quiche, je suis désolé de vous le dire, mais vous pourrez avoir les meilleures techniques du monde, on aura du mal à générer de la croissance parce que au pire, ça va passer, vous allez pouvoir fake it until you make it, comme disent les Américains, pendant quelques mois, quelques années peut-être, mais au bout d'un moment, ça va finir par se savoir. Et pour le coup, voilà, c'est le meilleur moyen de vous planter, c'est de ne pas être bon dans ce que vous faites. Donc effectivement, il faut être bon dans ce que vous faites, ça c'est sûr, c'est le point de départ. Nous, on part du principe que vous êtes bon. Ce que vient de dire Romain, c'est la ressource que vous allez allouer à travailler vos conclusions, par exemple, à travailler vos devis ou à travailler les outils avec lesquels vous produisez, ça fait partie des ressources qui sont rares, comme le temps, par exemple. Et la technique que propose Romain, c'est OK, comment je vais optimiser mon temps? Comment je vais faire pour après, en un seul clic, pouvoir récupérer toutes les jurisprudences ou, par exemple, tous les parsémotifs, tous les arguments forts de ma démonstration. Savoir comment manager votre temps, c'est déjà éviter de faire cette erreur. Alors, peut-être on peut repartir sur la présentation. Cette erreur qui consistait à vous plonger dans les dossiers. Parce que vous devez comprendre que pour développer votre cabinet, hop, on revient juste un peu avant. Voilà, merci, super. Pour développer votre cabinet, vous allez devoir décider d'allouer la ressource temps à autre chose que produire. Oui, il va falloir produire plus efficacement et de manière plus autonome et peut-être plus automatisée avec les outils de Romain, mais il va aussi falloir accepter de consacrer du temps à autre chose que simplement l'exercice de votre métier d'avocat.
Parce qu'en fait, vous avez plein de casquettes. Vous êtes avocat, vous êtes marketeur, vous êtes commercial, vous êtes DAF, vous êtes directeur des opérations, vous êtes chef d'entreprise. Quand vous êtes avocat et que vous voulez développer votre clientèle ou votre cabinet, vous êtes chef d'entreprise. À tout le moins, même si vous êtes counsel dans un cabinet, j'ai quelques clients qui sont counsel, ils sont à la tête d'une business unit. Et il faut que cette business unit, elle soit rentable. Il faut que ce soit un centre de profit pour le cabinet dans lequel ils travaillent. Et donc, en tant que tel, ils ont toutes ces casquettes-là. Or, si vous restez focalisé sur ce que vous savez faire, comment vous voulez que le message passe auprès de clients potentiels? Si vous ne passez pas du temps à délivrer ce message, à travailler votre marque personnelle, à travailler votre euh, ligne éditoriale sur LinkedIn, à travailler aussi votre bouche à oreille avec votre réseau de prescripteurs physiques, virtuels, j'en sais rien, tout ça, ça fait partie pour chaque client d'un mix marketing qu'on travaille ensemble, mais il faut accepter d'y consacrer du temps. Sinon, vous vous retrouvez dans la même situation que les gars qui sont sur la photo, là, qui galèrent à tirer une brouette avec des roues carrées. Et quand Steve Jobs arrive en disant « Mais non, mais moi j'ai inventé la roue, regardez, ça roule vachement mieux », les mecs disent « Non merci, on n'a pas le temps ». Avec Alexis et Romain, on a la chance de travailler avec déjà 4 promos d'avocats qui ont accepté de consacrer 2 heures tous les vendredis à l'heure du déj sur une formation là-dessus. Mais au-delà des 2 heures consacrées à la formation, il y a effectivement du temps qu'il va falloir passer à mettre en œuvre tout ça, à travailler les exercices, à travailler ses objectifs, à y consacrer du temps. Je ne connais pas de projet qui a réussi quand les personnes ont décidé de déléguer tout ça. Dans un premier temps, il va falloir faire vous-même. Et si vous n'acceptez pas de consacrer du temps à travailler tout ça, à le réfléchir et ensuite à le mettre en œuvre, votre cabinet va rester en dessous d'un plafond de verre. C'est-à-dire que vous verrez le potentiel que vous pouvez avoir, que vous pourriez toucher, mais ce sera de l'autre côté du plafond de verre. Et j'en viens du coup au 8e point, qui est... Ah oui, alors il y avait aussi cette histoire de pièces avec la chance. Désolé, je ne suis pas très organisé, les gars. Bon, laissons passer ça, c'est pas grave. Ça, ce sera la surprise pour ceux qui s'inscriront à la formation de mars. Procrastiner, c'est en fait un sujet, c'est lié au précédent. C'est-à-dire que on a du taf, on a du boulot à faire dans les dossiers, donc on va se focaliser là-dessus. Et puis, il y a toujours plein d'urgences à gérer. En réalité, c'est votre pire ennemi, la gestion du temps, quand vous cherchez à développer. Pourquoi je dis que c'est votre pire ennemi? Parce que c'est très très facile de remettre au lendemain. Qu'est-ce qu'on remet le plus souvent au lendemain? On remet au lendemain les choses qui n'ont pas d'échéance. Bosser sur un dossier, il y a une échéance parce qu'à telle date, il faut avoir rendu ses conclusions ou il faut avoir envoyé sa consultation, désolé Romain, au client. Donc on a une échéance. Et parce qu'il y a une échéance, à un moment, on va se mettre à flipper et on sait qu'il faut rendre le taf et donc on le fait. En revanche, bosser son développement, bosser son bouche à oreille, bosser sa ligne éditoriale, travailler sur ses publications LinkedIn par exemple, tout ça, il n'y a pas d'échéance. Il n'y a pas un moment où si j'ai pas fait mon post LinkedIn, ah ça y est, mon ordinateur va imploser et je pourrai plus utiliser LinkedIn. Non, c'est pas grave. Vous aurez juste un compte qui n'est pas très actif sur LinkedIn. Mais ça, c'est vraiment cette image de se mettre la tête dans le sable. Parce que comme il n'y a pas d'échéance, du coup, on ne se pousse pas au cul, pardon pour la vulgarité, mais du coup, on ne fait pas. Et c'est très facile de ne pas faire. C'est très facile de rester focalisé sur les urgences. Et d'ailleurs, si on prend un peu de recul par rapport à la vie en général, je veux dire, les choses les plus importantes de notre vie sont des choses sur lesquelles il n'y a pas d'échéance. Il n'y a pas d'échéance sur prendre soin de soi, prendre soin de sa famille. Il n'y a pas d'échéance sur prendre soin de ses amis, de ses relations. Et comme par hasard, la plupart du temps, c'est les choses qui passent à l'as et on va se focaliser sur le boulot, le boulot, le boulot. Et l'avocat, par définition, dans un groupe de potes, c'est celui qui arrive en retard aux soirées, voire quand il vient. Ouais. Dans les premières années d'avocature, c'était ça en fait. Et je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a une image qui est donnée par Tim Urban dans un magnifique TED, une conférence TED qui s'appelle « Dans la tête d'un maître de la procrastination ». Et il donne cette image-là. Alors, je ne sais pas si ça rend bien à l'écran. Vous voyez, il y a des petits carrés. Chaque carré correspond à une semaine. Et sur cette slide-là, vous avez 80 ans. C'est-à-dire 80 colonnes de 52 semaines. Voilà une vie humaine représentée par semaine, par carré, dans une seule slide. Alors,
Je sais pas quel âge vous avez, moi je viens de dépasser la quarantaine, donc j'ai déjà bouffé pas mal de ces carrés-là dans ma vie. Slide d'après, je pense qu'il y a ce qui reste pour moi là. Euh, Qu'est-ce qui se passerait si chaque semaine, vous acceptiez de consacrer un peu de temps à des choses qui n'ont pas d'échéance, comme travailler votre discours, travailler votre bouche à oreille, travailler la structuration de vos outils Voilà. Si demain, vous n'avez pas fait la formation de Legal Design de Romain Innsbruck sur SideQuest, c'est pas grave. Si demain, vous continuez d'utiliser Word comme vous avez toujours utilisé Word, c'est pas grave. Et on est d'accord que faire la formation de Romain et commencer à vous familiariser avec les styles et les tableaux dans Word, ça va vous prendre du temps. Il n'y a pas d'échéance là-dessus. Donc c'est à vous de voir, est-ce que c'est une priorité ou est-ce que c'est pas une priorité? Est-ce que dans ma semaine, je vais décider de faire ça ou pas? Mais le temps que vous allez investir cette semaine, en gros, pour vous reprendre l'image de tout à l'heure, c'est du temps que vous passez à façonner votre roue pour qu'elle devienne circulaire et non plus carrée. Et vous allez voir que tout le temps que vous investissez là, c'est du temps que vous allez gagner ensuite en ayant du coup un flux de clientèle plus régulier, des écritures qui se produisent plus facilement, voilà, un bouche à oreille qui circule et qui fait que, alors je sais pas pour vous les gars, Alexis et Romain, moi j'ai une chance fabuleuse cette année, là en 2023, c'est la première fois que ça m'arrive, on est le 9 février, mes rendez-vous sont bookés jusqu'en septembre. Là, j'ai une visibilité sur mon flux d'activité jusqu'à septembre. Et d'ailleurs, j'en viens au point d'après. Alexis, si tu veux bien passer les slides. Le 9e point, c'était accepter de mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Après les bœufs, en fait. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce que là, je me suis dit, merde, comment je vais rebondir là? Comment tu rebondis C'était prévu, là. En fait, ce qu'on fait jamais quand on lance son activité, que ce soit un cabinet d'avocat ou encore autre chose, c'est identifier les bons indicateurs intermédiaires. Donc, je vais te laisser la parole, Alexis. Je rebondirai peut-être un petit peu à la fin pour parler des KPI, mais l'idée, c'est ça. Ouais, non, effectivement, c'est ça. C'est vraiment l'idée, en fait, que très souvent, on se lance, on crée son cabinet ou on a un cabinet et on se projette dans l'avenir, on se dit, je vais décrocher la Lune. En fait, on oublie de construire l'escalier ou la fusée qui va vous permettre d'aller jusqu'à la Lune. Et en fait, on met la charrue devant les bœufs, on prend les problèmes à l'envers, du coup, on gère très très mal ses priorités et on crée une forme de frustration et d'agacement et d'urgence. Donc, ça rejoint aussi ta question sur la procrastination, où en fait, on n'arrive absolument plus à prioriser les choses parce qu'on n'a pas fixé d'objectifs intermédiaires, on n'a pas balisé le chemin qu'on veut emprunter pour atteindre les objectifs. Et donc ça, c'est hyper important de construire ces conditions de la croissance, d'essayer d'identifier quelles vont être les marches, les étapes que vous allez devoir franchir une après une pour arriver à bâtir le cabinet que vous avez envie de bâtir, pour atteindre les objectifs que vous fixez en termes de finances, en termes de sécurité. Encore une fois, c'est des objectifs que vous allez définir vous, qui ne vont pas être les mêmes pour deux personnes. C'est vraiment à vous de définir ces objectifs et à vous de construire le chemin pour y arriver. Nous, ce qu'on vous aide, si tu permets, Alexis, pardon, ouais. juste si tu permets ce que tu dis, je vais le traduire avec encore d'autres termes. Il faut que vous arrêtiez de culpabiliser quand vous faites autre chose que de la production. Ouais, bosser sur votre compte LinkedIn, c'est pas un truc à faire le samedi soir parce que c'est bonus, c'est fun. Ça doit rentrer dans votre semaine de travail. C'est du travail. Et vous devez réussir à faire votre chiffre d'affaires sur autre chose qu'une semaine de 40 heures facturées, parce que si vous faites 40 heures facturées par semaine, ça veut dire que vous ne faites pas le reste. Il faut accepter que se former, monter, il ne faut pas le faire avec excès, il faut toujours garder un œil sur la production, mais que travailler son commercial, travailler derrière, ses trames, c'est du travail, c'est dans la journée, c'est pas le week-end, c'est pas le soir, parce que ça fait partie de votre travail d'avocat entrepreneur. Exactement. Et mais alors, du coup, ouais. Et ce que tu dis aussi là, c'est que parfois tu peux aussi avoir des cycles de priorité. Typiquement, prenons l'exemple de LinkedIn. Tu as défini ton segment client. Avant d'ajouter la terre entière en lien avec ton segment client, tu as des étapes progressives par lesquelles tu dois monter, qui vont être d'ajouter les gens que tu connais dans ce secteur-là, que tu n'aurais pas encore ajouté, qui vont être de reprendre contact avec des anciens, qui vont être d'écrire une première publication pour expliquer ta démarche, puis une deuxième, puis une troisième, et progressivement d'étendre des cercles d'ajout. En fait, c'est aussi cette idée de construire des étapes dans ce qu'on met en place, et c'est là où c'est important pour chaque étape de se fixer des objectifs, parce que sinon, vous allez avoir cet effet miroir, c'est-à-dire que vous êtes le cabinet du haut, et vous vous projetez dans le cabinet du bas, ça ne va pas se construire en 2 claquements de doigts, et il ne va pas suffire de juste le dire et de le marquer sur votre site internet. Si derrière l'expérience est déceptive et qu'elle ne correspond pas,
logiquement, vos livrables vont pas suivre, vos clients vont pas être satisfaits et à un moment donné, ça fait un château de cartes qui s'effondre. Mickaël, je te laisse si tu veux compléter sur la partie KPI. Moi, j'avais cette métaphore qui est très utilisée dans le monde de la tech quand on veut faire le développement d'un nouveau produit informatique. Et en fait, on essaie de se dire, c'est quoi on parle de MVP, donc c'est le minimum viable product, donc c'est le produit minimum que vous devez créer. En fait, vous devez réfléchir à la même chose quand vous créez votre cabinet. C'est quoi l'objectif principal que je veux atteindre cette semaine, ce mois-ci, ce trimestre? Je mets toute l'énergie qu'il faut pour l'atteindre, puis ensuite je me dis, ok, c'est quoi l'objectif suivant, et ainsi de suite. Si par contre vous mettez la charrue devant les bœufs, vous risquez de faire des efforts dans tous les sens qui, en fait, ne vous permettront pas de rendre votre cabinet opérationnel tout de suite, et vous allez vous décourager et passer à autre chose. Ouais, je ne veux pas prendre trop de temps. Effectivement, Alexis, l'idée, c'est aussi simplement de dire qu'on ne peut progresser que sur ce qu'on mesure. Si vous n'avez pas mesuré votre progression par des indicateurs solides qui sont des vrais points de repère pour vous, si vous ne vous êtes pas fixé d'objectifs précis avec une échéance identifiée, comment vous voulez être sûr d'arriver au bon endroit? Enfin, vous ne pouvez être sûr d'arriver exactement là où vous voulez aller que si vous avez défini exactement où est cet endroit où vous voulez aller. Sinon, vous allez arriver quelque part, mais vous ne saurez jamais si c'est Tu le bon penses à endroit. l'exemple de Paris-New York? Ouais, non, alors, Non, c'est pas ça, c'est c'est pas la pas- même j'en chose. ai marre de donner des exemples en permanence. Donc, tu sais quoi, je vais te donner un autre exemple, Alexis. Ah, Vraiment, je me suis creusé la tête pour essayer de trouver, mais en fait, voilà. Imagine que tu joues aux fléchettes. ouais. Donc, tu as tes fléchettes, tu les lances sur ta cible, ok? Bon, si tu n'as pas tes indicateurs, si tu n'as pas tes KPI, tes indicateurs clés de performance, et que tu ne sais pas exactement où tu vas, c'est comme jouer aux fléchettes sans la cible. Donc, tu jettes des flèches, mais tu ne sais pas où elles atterrissent. C'est ça. Alors, ça se trouve, ton jet, il est parfait, ton geste, il est très bon. Mais comme tu ne sais pas où la fléchette atterrit, tu n'as pas le retour d'information. Donc, tu ne peux pas mesurer s'il faut que tu changes quelque chose ou pas. Et c'est vrai que quand on commence à bosser, que ce soit dans la formation qu'on fait ensemble et moi après, quand je travaille avec mes clients, le fait de mesurer toutes les semaines une progression sur certains indicateurs clés nous permet de voir avec la progression très rapidement ce qu'il faut qu'on corrige. En général, on ne va pas se mentir, un cabinet d'avocat, qu'est-ce qu'il mesure? Une fois par an, il regarde son chiffre. Ok, est-ce que j'ai fait le bon chiffre? Alors, pour les plus sérieux, ils vont faire ça une fois par trimestre ou une fois par semestre, mais en général, ils font ça. Ils vont regarder le chiffre qu'ils ont fait, Alors si, il y a aussi les heures facturables. Tu as le timesheet avec les heures facturables qui commence à donner un petit peu un indice de ce qu'on va pouvoir facturer aux clients. Mais généralement, c'est la tâche la plus rébarbative du monde que les collabs détestent faire. D'ailleurs, la plupart le font par-dessus la jambe, mais en gros, voilà, on se contente de ça. C'est pas ça les bons indicateurs. Quand tu cherches à développer, les bons indicateurs, c'est ceux qui vont te parler du futur. Combien de calls j'ai eu cette semaine avec des prospects potentiels? Combien d'échanges j'ai pu avoir avec des prescripteurs ou avec des anciens clients qui vont me permettre d'améliorer mon offre? C'est ces indicateurs-là qui commencent à se dessiner au bout de plusieurs semaines et où on se dit, ah ouais, non mais là je tiens vraiment quelque chose. Et puis dès lors que l'indicateur il commence à descendre, on sait ce qu'il faut corriger et on peut réagir tout de suite. En 2-3 semaines, paf, on voit tout de suite ce qu'il faut corriger. Et c'est cette réactivité-là qui est intéressante quand on est dans l'entrepreneuriat. On ne sait jamais ce qui va marcher. En fait, pour le dire plus simplement, on vient de vous parler de 9 erreurs qu'on a tous les 3 fait. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Moi, je les ai faites les 9 pendant des années. L'idée, finalement, c'est de se planter le plus vite possible. On vous encourage à faire des erreurs. Pourquoi? Parce que plus vite vous allez vous planter, plus vite vous allez voir ce qui ne marche pas. Plus vite vous allez pouvoir évacuer de votre esprit les choses sur lesquelles vous n'allez pas investir du temps et de l'énergie. Et le but du jeu, c'est que le plus rapidement, vous puissiez voir ce qui marche pour vous, pour votre clientèle, pour le type de dossier que vous voulez avoir. Plus vite vous aurez ça, mieux ce sera. Et pourquoi on n'a pas cette stratégie-là en général? Parce que culturellement, en France, on nous dit qu'il faut réussir. Voilà, on est enjoint de réussir. Il faut tout réussir du premier coup. Alors, je ne sais pas si vous avez des gamins. Nous, on est 3 jeunes papas et donc on a tous vécu ça. Quand un gamin apprend à marcher, il se pète la gueule. Et c'est normal et c'est tant mieux. Parce que s'il veut que la première fois qu'il va se lever, il marche tout de suite, il ne se lève jamais. En fait, il passe sa vie assis. Mais bizarrement, nous, adultes, on veut tout réussir du premier coup. On veut lancer son câble et que tout de suite, ça marche. On veut avoir des nouveaux clients dans un nouveau domaine, conquérir un nouveau marché et tout de suite être le leader du secteur sur ce marché-là. C'est juste pas possible, les gars. Il faut accepter, se dire qu'on va se planter.
on va se prendre des portes. Ça va pas être facile, il faut avoir les reins solides, mais derrière, c'est parce qu'on s'est planté et qu'on s'est pris des portes qu'on a trouvé le truc qui marche. Je veux dire, Airbnb, que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est une boîte qui pendant 2 ans s'est tellement plantée qu'à l'époque, au bout de la deuxième année, ils avaient 40 000 $ d'encours de carte de crédit qu'ils n'arrivaient pas à rembourser. Et pourtant, on parle d'une boîte qui est un géant aujourd'hui, qui est un mastodonte. Bah, allez regarder leur histoire, au début, c'était plantade sur plantade. Et puis vous savez ce qu'ils ont fait? Un jour, ils sont allés à New York chez les gars qui utilisaient leur service. Il y en avait 12 à l'époque, des gars qui utilisaient leur service à New York au bout de 2 ans. Et ben, ils sont allés voir chez eux comment ils utilisaient le service. Et les gars, pour faire un truc qui prenait 3 clics sur le site, ils se sont rendus compte qu'ils en prenaient en moyenne 17. 17 clics pour faire un truc qui devait en prendre que 3. Ben, c'est quand ils ont observé ça qu'ils se sont mis à changer leur façon d'utiliser le site, etc., etc. Et que c'est devenu Airbnb aujourd'hui. Voilà, c'est un peu cette idée-là de design thinking. C'est dans cet esprit-là qu'on avait envie de vous proposer cette session sur les 10 erreurs. Alors, vous allez nous dire, bah ouais, mais vous en avez parlé que de 9. La 10e, j'ai envie de laisser le mot de la fin à Alexis. Ouais. La 10e, évidemment, mais on en a quand même un petit peu parlé, c'est de se donner du temps pour vous former. Et on vous a donné un micro-aperçu de ce que c'était. En fait, on a une formation de 20 heures qu'on fait tous les trois, qu'on fait depuis... en fait, c'est que ça fait 2 ans qu'on a fait cette formation, qu'on fait depuis 2 ans. Hop là, je vais vous partager directement la page. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Ouais. Super. Donc voilà, donc c'est la formation cabinet de croissance. Et l'objectif, c'est en 3 mois de vous donner toutes les astuces, toutes les méthodes, tous les outils qui vont vous permettre d'instaurer une croissance durable dans votre cabinet. Alors, c'est une formation qui fonctionne très bien si les apprenants sont investis et jouent le jeu. En fait, on se parle une fois toutes les semaines pendant 2 heures, le vendredi midi. Ça commence le premier vendredi de mars. C'est des petites promos, on est 10 max. Ça permet vraiment de créer un esprit de promo déjà, des échanges hyper facilités parce qu'il y a un WhatsApp, vous pouvez nous écrire quand vous voulez, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit. Je pense, j'ai cru voir qu'il y avait des anciens de cabinet de croissance qui étaient dans la boucle, ils pourront en attester. On est dispo, on répond. Donc en fait, c'est plus qu'une formation, en fait, c'est vraiment un accompagnement en dehors des heures de formation qu'on a. Et du coup, voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment 3 mois pour vous aider à mettre en place toutes les conditions de la croissance pour votre cabinet et de faire en sorte que vous fassiez les choses. Donc chaque semaine, il y a des exercices à faire avant, après. Et à la fin de la formation, évidemment, il y a des quiz de contrôle de connaissances, mais surtout un groupe alumni, formation de croissance alumni avec des avocats qui continuent à échanger et à revenir sur certaines bonnes pratiques et éléments de la formation. Alors, évidemment, c'est une formation qui demande un investissement, mais qui vaut vraiment le coup. Si vous voulez faire un jump, un bond en 2023, faites-la. C'est un condensé de tout ce que vous devez savoir de Romain, et de Mickaël et de moi. Et vraiment, ça vous aide. Après, c'est les apprenants qui en parlent le mieux. Mais c'est vrai qu'on a de super retours sur cette formation. Donc voilà, la promo 5 va commencer début mars. Il nous reste quelques places. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a donc cette formation qui est reconnue, donc vous êtes éligible à une prise en charge du FIFPL à hauteur de 750 €. Et c'est une formation qu'on vend 2000 €. Donc en gros, il y a 1250 € de votre poche à mettre sur 3 mois. On peut faire des paiements en plusieurs fois aussi. Donc voilà, en tout cas, c'est un investissement qui fonctionne et une formation qui plaît, qui est vraiment la formation la plus complète et la plus aboutie de SideQuest. Donc voilà, c'était la minute Jean-Michel Convenant, Alexis qui vend. Non, sans blague, j'espère que ça vous aura convaincu. J'espère que, dans tous les cas, que ça vous aura été utile, les quelques tips qu'on vous a donnés, on rappelle. J'espère que ça vous donne envie potentiellement de suivre cette formation cabinet de croissance, qui est encore une fois qui est une approche vraiment globale de votre cabinet. Et voilà, vous retrouvez le programme ici avec le détail de chaque webinar. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme on est une petite promotion aussi, on a de vraies interactions, on adapte les programmes, les exemples qu'on prend en fonction des participants. Donc voilà, chaque promo est unique. Romain, Mickaël, je vous laisse ajouter un mot si vous voulez. Tout est dit. Il y avait une question dans le chat de Quentin qui demande s'il y a des subsides en Belgique pour faire cette formation.
Alors, d'expérience, nous, on a une antenne de l'XD en Belgique. C'est assez compliqué de trouver des financements. On l'a sur des programmes très spécifiques du style consultance pour éviter le burn-out, où là, je sais que la région à Bruxelles a débloqué des financements. Pour le reste, je crois que c'est pas substantiel, donc voilà, je ne veux pas m'avancer, mais il me semble qu'il va falloir que vous investissiez vous-même, Quentin, si vous voulez faire la formation. On a eu une avocate belge qui avait suivi la formation l'année dernière, je crois que c'est un promo 3. N'hésitez pas, Quentin, écrivez-moi en direct et on essaiera de trouver une solution. Écrivez-moi sur LinkedIn et je vous fais un retour, on regarde avec grand plaisir. Donc voilà, Romain, tu veux dire un mot? Non, je voulais dire que les gars, moi, ça fait 2 ans qu'on l'a fait ensemble, cette formation. C'est ça, la première session, c'était mars 2021. J'espère que en tant que formateur, moi, c'est une des formations, c'est une des formations que je préfère à toutes les autres, parce qu'il y a justement cette ambiance particulière de groupe, de travail, d'adaptation. Les programmes que je forme, en fait, on vous envoie, donc ça prend du temps à côté. On vous envoie pas mal de choses à faire, des quiz. Moi, je sais qu'en legal design, en amont, je fais un quiz et j'adapte le programme en fonction des réponses et des besoins. Mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est un très bon premier étage, cette formation de tout ce qu'il y a à monter, quitte ensuite à ce que vous vouliez approfondir des choses particulières. Mais on voit tout, 360 degrés, c'est vraiment... Et on se marre bien. Je suis toujours ravi, et on se marre bien, et je suis toujours ravi de voir la complémentarité des messages entre ce que va dire Michael, ce que va dire Alexis, et ce que je peux ajouter ensuite derrière sur le côté plus opérationnel. C'est vrai qu'on est vachement complémentaires tous les trois. Enfin, après, c'est clair que c'est pas hyper objectif de ma part de dire ça, mais toi, Romain, sur tout ce qui va être outils d'automatisation, outils de production, ce que tu apportes est vraiment inestimable dans la formation. Ça va au-delà même de ce que tu fais dans les formations SideQuest. On a eu des participants qui avaient fait ta formation SideQuest et qui sont venus chercher ensuite dans ce triptyque des choses encore différentes. Donc déjà, voilà, merci de dire ça et c'est super chouette. Moi aussi, j'adore bosser avec toi, donc point barre. Alexis, c'est juste le pro de tout ce qui va être com, marketing. Il nous démêle des situations de tarés dans cette formation et je crois qu'il n'y a pas un seul professionnel du secteur aujourd'hui qui est aussi doué que lui pour faire ça. Et moi, mon truc, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai et c'est le retour que j'ai de la part des gens qui ont suivi cette formation, c'est je suis un peu le Jiminy Cricket sur l'épaule, quoi. Je suis l'empêcheur de tourner en rond. Je suis celui qui va filer des coups de pied dans les fesses pour te faire passer de A à B, parce que, désolé, hein, c'est un petit peu vulgaire, mais je crois que ça ne mérite pas les 50 € de deal qu'on a tous les fois à chaque fois que je dis une vulgarité. C'est pas si vulgaire que ça, les coups de pied dans les fesses, tout le monde voit de quoi ça parle. Voilà, c'est coach, donc je vous aide de passer de A à B. Et cette formation, c'est un bon véhicule pour le faire, notamment aussi parce qu'il y a le groupe WhatsApp. Les promos n'utilisent pas toutes de la même façon. J'ai le souvenir, je crois que c'était dans la promo 3 ou la promo 4. En tout cas, on a eu une promo où les mecs, en tout, ils avaient 1800 messages sur les 3 mois de formation. Un truc de malade. C'est un effet réseau et avait joué à fond, quoi. Voilà. Merci à vous. Merci. Vas-y, Alexis. Non, merci Mickaël, merci Romain, merci beaucoup pour vos questions. On est dispo sur LinkedIn, évidemment, vous pouvez nous contacter et on se fera un plaisir de vous donner toutes les infos dont vous avez besoin, que ce soit sur nos tips ou sur la formation. Et je vous souhaite un bon appétit, on avait dit avant 13h, il est 12h57. Ciao à tous, merci beaucoup. Salut, bonne journée à vous, au revoir.